période électorale, c'est quand même beau. Donc merci à tous et à toutes. Merci à Martine Etienne, députée sortante de la circonscription voisine de la nôtre. Qui, vous l'avez entendu, a énormément de points communs avec la nôtre sur tout un tas d'indicateurs et d'aspects. Merci à Monsieur le député Thomas Porte de nous faire le plaisir de votre présence ce soir. Voilà, il va nous partager son expertise et vous le verrez tout à l'heure, Alexandre présentera Thomas avant qu'il parle et il a le profil pour ceux qui ne le connaissent pas. Merci à Moreau et à Sonia qui nous accueillent dans ce café mythique. Et je veux dire que le mot de résistance, ça leur parle bien à eux. Voilà. Et puis à vous, donc à vous tous et toutes d'être venus, et aussi parce qu'on a des moyens techniques à toutes les personnes qui nous suivent via nos réseaux sociaux ce soir. Alors moi, je suis Céline Léger, j'ai été la candidate pour la NUPES en 2022, puis le Nouveau Front Populaire en 2024 sur cette circonscription. C'est effectivement, vous l'avez un petit peu entendu selon les prises de parole précédentes, une circonscription populaire, des terres désindustrialisées, avec un sentiment d'abandon, de trahison. On a eu Hollande sur la camionnette venir faire des promesses qu'il n'a évidemment pas tenues. Voilà, donc la raison de notre initiative ce soir, c'était justement l'occasion, en tout cas, d'initier avec son premier événement d'autres soirées qui suivront, je pense, je l'espère, peut-être même un collectif, pourquoi pas, pour se fédérer sur cette circonscription qui a été dont le RN s'est emparé de cette circonscription. Donc l'idée était donc de se donner les moyens et d'essayer de reprendre le pouvoir pour améliorer véritablement la vie des gens, puisqu'on le sait tous et on le voit au fil des ans, des moments politiques, le RN est quand même une sacrée arnaque sociale. Donc voilà, la première partie, elle s'est déroulée de manière très fluide, et je vous remercie parce que vous avez tous participé. On va pouvoir utiliser ce contenu-là pour travailler la suite des événements et se mettre en action. Alors il est donc indispensable de s'attarder sur la façon dont le Rassemblement national augmente d'élection en élection ses scores. Ici, on l'a constaté, comme partout en France, en Europe, dans le monde, même, les résultats électoraux montrent une forte progression du Rassemblement national. Alors l'état des lieux en Moselle, il est largement arrivé en tête au premier tour des élections législatives dernières, en 2024. C'est-à-dire qu'il y a 9 circonscriptions, et sur les 9, ils sont arrivés, mais là, tout en haut. J'ai été la seule rescapée pour le deuxième tour sur les 9 circonscriptions. J'étais la seule représentante du ministre populaire. Quand je dis c'est évidemment moi et toutes les équipes, parce qu'il faut dire que depuis 2024, on a une dynamique dingue avec des jeunes et des moins jeunes, des anciens qui sont revenus, des nouveaux qui sont... bref, il y a une dynamique vraiment sur laquelle, qui fait chaud au cœur et qui nous permet d'avoir bon espoir pour la suite. En plus, il y a de la jeunesse, donc il va y avoir, comme dit Jean-Luc, ils vont en prendre pour quelques années encore. Ici aussi. Voilà, donc ici, la Moselle toujours a élu 2 députés RN dès le premier tour. D'ailleurs, pour la petite histoire, Jean Covelli pensait l'être également, donc il avait déjà prévenu les médias qu'il ne répondrait pas présent localement à leurs invitations sur le deuxième tour, parce qu'il était persuadé qu'il y passerait. On reviendra derrière, on a quand même un peu fait galérer ce monsieur. Et donc, in fine, en Moselle, le RN confirme son implantation locale dans 4 sur 9 circonscriptions. Pour rappel, ça fait une de plus qu'en 2022. Et nous avons aussi perdu, là tout à l'heure on parlait de Martine, mais en Moselle, on a aussi perdu Charlotte Leduc, la seule députée de la mandature de 2022. On lui rend hommage parce que ça me tient à cœur. Elle n'a pas pu être là ce soir, mais elle s'est excusée. Et vraiment, elle a été humble et elle a montré que nous, on combat aussi le RN en arrivant à poser des choses fortes, comme par exemple se désister quand il y a un risque que le Rassemblement national soit élu. Et ça, c'est déjà une action contre le Rassemblement national. Alors les résultats, ils interviennent évidemment, vous le savez tous, après la grenade dégoupillée de Macron, dans les pieds de la gauche surtout, et puis avec le RN devenu vraiment la force principale des scores historiques partout sur le territoire français.
Et malgré la campagne menée par notre candidat aux élections européennes, Virginio Cestaro, que je salue, qui est parti dans des contrées plus favorables à notre camp, à Lille, pour être clair. Donc étudiant, militant déterminé, qui a réussi à faire venir à nous, dans le combat, un certain nombre de jeunes, et le Rassemblement national a quand même obtenu 42%, presque 43%, des suffrages mosellans, et il confirme sa progression dans notre département. Je voulais faire ce pas de côté en parlant des européennes, parce que ça permet de mesurer les récents rapports de force à gauche lorsqu'elle part désunies. Puisque aux européennes, donc si on se base sur les résultats électoraux des dernières élections européennes en Moselle, LFI obtient 14% des suffrages, quand Place Publique fait un score de 9,8%. Donc c'est une bonne nouvelle, puisque il semble qu'on soit devenu, en tout cas ici, la force motrice de notre camp. Donc ça nous donne aussi une grosse responsabilité, parce que, cette soirée en fait partie, il faut que la France insoumise, il faut que le nouveau Front populaire retrouve le chemin de la discussion, des actions communes, et qu'on marque le terrain absolument dès aujourd'hui, quoi. Il ne faut pas attendre les prochaines élections. La gauche dite de gouvernement, lorsqu'elle a gouverné, elle a fait ici beaucoup de dégâts, mais ça tout à l'heure Gaëlle en a parlé. Elle a fait naître ce sentiment de trahison et d'abandon qui fait que l'électorat de gauche manque à l'appel. En tout cas, c'était le cas beaucoup en 2022. En 2022, je fais ce petit pas de côté pour vous parler de l'abstention, parce que je pense que c'est aussi un point sur un levier qu'il faudra avoir en tête. La circonscription, la 8e circonscription de Moselle, s'est classée parmi les 10 plus abstentionnistes de tout le territoire national, dom-tom compris. Je crois qu'on a battu la Seine-Saint-Denis d'ailleurs, et c'est pas une fierté. À ce niveau-là, voilà, cette fois-ci, les électeurs sont quand même revenus plus aux urnes, mais pas forcément que des électeurs de gauche. Et en tout cas, localement, on se dit que peut-être on a beaucoup attendu sur l'abstention, mais qu'il n'y a pas que les nôtres qui s'abstiennent, et donc il faut redoubler d'efforts pour aller chercher les nôtres, quoi, aux prochaines élections. Et pour revenir un petit peu sur rester vite fait, pour terminer sur la Moselle, on va dire, le Rassemblement national, il s'est implanté, il n'a pas attendu l'arrivée de Jacobelli aux élections législatives, il était déjà élu à d'autres instances, et on a malheureusement en Moselle des élus partout. Alors effectivement, on a la ville d'Ayange qui est tombée en 2014, on en a parlé tout à l'heure, on en a d'autres qui, on commence à entendre des petites musiques par-ci par-là, sur les petites communes, essentiellement d'ailleurs tenues par des élus de gauche, dans lesquels on voit qu'il commence à avoir des listes Rassemblement national qui se constituent, quoi, pour les prochaines élections municipales. Donc je rejoins ce que disait Robert, ça aussi c'est un levier d'action, et il faut absolument qu'on soit représentatif, y compris au municipal. Donc ici, comme peut-être pour commencer, la Circo 8 à vous rappeler comme un message d'espoir qu'elle a été historiquement tenue par la gauche, qu'elle a basculé en 2017 dans les mains de Macron, puis en 2022 dans les mains de Jacobelli, et que en 2024 il l'a maintenue, mais que la prochaine fois c'est pour nous, hein, on va se dire ça comme ça, si tout le monde s'y met. Ouais. Voilà, la Circo, elle a placé en tête LFI en tête à gauche depuis 2017, parce qu'en 2017 on était parti aussi des unis aux législatives, et on était vraiment aussi très en avance sur les autres forces de gauche. Elle a donc évidemment été de celles qui sont revenues à la France insoumise aux négociations nationales pour les législatives de 2022, puis celles de 2024. Alors la circonscription, elle a été identifiée comme gagnable par le Rassemblement national, qui nous a envoyé Laurent Jacobelli. Alors qui est ce personnage ? Bon, vous l'avez tous déjà vu, entendu, subi même, je dirais. Alors il faut savoir, parce que beaucoup de gens me disent, mais lui on le voit, mais vous on vous voit pas. Mais nous on est partout et lui il est à la télé. Et on peut pas, on n'a pas les mêmes armes, quoi. Voilà. Bref, ça en dit long aussi sur la connivence des médias avec leur parti, contrairement à nous qui n'avons pas le même accueil chez eux. Donc faut aussi savoir d'abord que c'est un communicant, c'est son métier. Alors, contrairement à moi qui suis assistante sociale, moi mon but dans la vie c'est d'améliorer la vie des gens, aussi bien à mon travail que dans mon engagement politique. Et ben lui, son métier c'est communicant à la télévision, il a commencé à TV5 Monde, et donc lui, son rôle c'est de manipuler les gens dans son métier comme dans son rôle politique. Il faut dire que c'est un expert et il le fait bien, hein, voilà.
Il est donc hyper médiatisé, accueilli sans contradiction dans les médias, sur les plateaux télé, sa deuxième maison, comme je le dis souvent. Et même quand, et ça arrive souvent, il ment, il manipule l'opinion. Il est plus sur les plateaux télé que sur le terrain en campagne, et en campagne, il est peu entouré. Alors tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui disait les RN, ils se trimballent en costard, même sur les marchés, et évidemment, effectivement, M. Jacobelli se trimballe avec 2 gardes du corps, je ne sais pas comment on veut les appeler, costard cravate, marché de Famec, très populaire, à transmettre les tracts à des personnes âgées, racisées, en se moquant d'elles, en se disant, de toute façon, elles ne comprennent pas ce que je leur file, quoi. C'est ça. Donc il a été pris à partie d'ailleurs aux dernières élections sur le marché de Famec, parce que cette provocation, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, Gaël, il ne faut pas laisser faire, il faut dire. Il y a un monsieur qui a filmé la scène et qui l'a dénoncé sur les réseaux sociaux, et qui a eu, je crois, 3 millions de vues sur son X, anciennement Twitter. Voilà, donc sinon, il est pas très présent hors campagne, pendant la campagne, pardon, il n'est pas très présent il fait à peine un petit tour sur les marchés, mais effectivement, hors campagne, il est partout. Et je disais, Béa, il est partout, même quand il n'est pas invité, il y va, il se trouvera toujours quelqu'un pour faire un selfie, et hop, il communique derrière. Il communique, j'ai été super bien accueilli, il a un selfie avec 2-3 personnes autour de lui, et puis ça fait de l'affaire, quoi, en fait. Hein. En tout cas, ça fait son affaire. Voilà, en plus. Les mairies s'affichent clairement par rapport à leur position contre leur thèse. Ils ne sont pas bien accueillis, donc ils n'ont pas trop intérêt à être mal accueillis. Oui, mais il va pas. Voilà, quand il est mal accueilli dans une commune, il va pas partager ça sur ses réseaux. Il va partager le selfie avec les personnes. Nous, on a pas mal de. Voilà. Sinon, juste aussi pour vous dire, donc il fait un petit tour, même s'il n'est pas invité à quasiment tous les événements, et en plus, l'événement du plus petit, l'assemblée générale de Boule du petit village du coin, comme la fête du cochon, fête à vocation provocatrice, organisée par son ami Merdaillange. Il a récemment été mis en examen pour injure et diffamation envers un membre du Parlement, qu'il a insulté avec un plomb, avec un air de toute puissance qui était relativement glaçant, le député Belkir Belhaddad de Racaille. Alors, insulte réitérée sur les plateaux télé, donc il assume totalement ce qu'il a à dire, et puis j'ajoute que ça n'a pas empêché les électeurs de le reconduire à son siège de député, et j'ai envie de me permettre un petit jugement de valeur, mais pour des gens qui traquent le délinquant, ils sont en train d'en délire un, quoi, donc le compte n'y est pas. Donc voilà, sinon, allez, je fais quand même un petit. Donc, en 2024, la circonscription a été perdue par Ensemble, donc le camp macroniste, qui lui s'est carrément effondré à l'image de ce qui s'est passé au niveau national, finalement, qui perd 7 points, sans doute aussi grâce à la participation qui a été en hausse cette fois-ci. Le nouveau Front populaire, France Insoumise, progresse d'élection en élection, mais il ne parvient malheureusement pas à rattraper le Rassemblement national, qui lui a depuis 2022 une avance qui lui permet d'être élu à chaque fois. Depuis 2022, donc il est essentiel, depuis 2024, nous ce qu'on se dit c'est qu'il est essentiel de reconstruire une alternative crédible à la politique gouvernementale dont plus personne ne veut, et lutter contre le parti de Marine Le Pen et Laurent Jacobelli, déjà comptable, il faut le rappeler, des politiques menées. Je ne sais pas si Thomas en parlera, mais effectivement, on a pas mal de combats au niveau parlementaire et on voit bien vers qui leur politique, pour qui leur politique est favorable. Je rejoindrai aussi quelques prises de parole tout à l'heure, que je vais faire court, mais qui disaient qu'il fallait qu'on retrouve qu'on se reparle et qu'on arrive à travailler ensemble et qu'on marque le terrain, nous, la gauche, avec les associations, qu'on retourne voir et les associations et les syndicats, et puis qu'on essaye d'aller, comme disait Robert tout à l'heure, de multiplier les porte-à-porte, parce que je pense que vraiment en étant face à face avec les personnes, c'est là qu'on arrive à démonter le discours du Rassemblement national. Voilà, donc je ne vais pas être plus longue, je voulais juste vous dire que je terminerai en empruntant les mots de Lucie Aubrac, résistante, qui disait que le mot résister doit toujours se conjuguer au présent. Eh bien nous, on vous propose de résister ensemble et de faire de demain ce que nous voulons qu'il soit. Et nous voulons faire vivre notre devise, bien sûr, liberté, égalité, sans oublier fraternité.
Voilà. Je vais juste passer la parole maintenant à Martine Etienne, donc députée, ex-députée, députée sortante de la circonscription 5403, juste à côté. Merci de l'accueillir. Merci Céline de m'avoir invité. J'ai rien préparé de spécial, mais j'ai écouté donc, tout ce qui s'est dit. Je rejoins beaucoup de constatations, notamment la sixième, Caroline Fiat aussi a été battue par le RN. Ah, c'est bon. Et alors j'ai accepté volontiers l'invitation de Céline parce qu'il y a aussi la similitude de nos deux circonscriptions où on a le point commun d'avoir énormément de travailleurs frontaliers. Par exemple, à Longwy, la moitié des gens qui travaillent, plus de la moitié des gens qui travaillent de l'autre côté, donc au Luxembourg. Donc ça crée aussi, ça explique aussi beaucoup de choses, ça explique l'abstention aussi. Beaucoup de frontaliers ne vont pas voter, ne s'intéressent pas du tout à ce qui se passe chez eux. Je caricature, mais j'ai envie de dire, à part d'aller voir le maire parce que la neige n'est pas dégagée devant chez eux pour qu'ils puissent aller travailler, ils savent faire que ça, entre guillemets. Bon, c'est une caricature, mais... Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'on a donc deux circonscriptions qui, à la fois, ont des gens donc, qui vont travailler au Luxembourg, donc qui vivent bien, et on a de l'autre côté des gens qui sont en grande précarité. Il faut savoir que, je ne sais pas pour ici, mais je pense que ça doit être pareil, le niveau de précarité est supérieur à la moyenne nationale. Donc on a vraiment deux niveaux soit des gens aisés, voire très aisés, ou bien qui gagnent bien leur vie, face à des gens qui sont au RSA, enfin voilà quoi, c'est au plus bas, enfin voilà, et c'est un déséquilibre incroyable, ce qui fait aussi que j'ai été j'ai déposé avec Charlotte Leduc et puis Thomas une proposition de résolution sur la compensation financière du Luxembourg vers la France, comme elle existe de la Suisse vers du canton de Genève, vers les départements de la Savoie, etc., qui sont frontaliers. Je dis ça parce que c'est pas anodin. C'est pas anodin parce que on vit ici avec des communes qui sont pauvres, avec des gens qui y habitent et qui sont riches. C'est incroyable. On a par exemple Ussigny, qui est donc tout de suite à côté de Longwy, où ils ont fait des lotissements qui sont donc investis par des gens qui travaillent au Luxembourg. Et donc le niveau moyen de revenus dans la commune, il est élevé. Mais la commune elle-même n'a pas assez d'argent pour les services publics qu'elle voudrait rendre. Et tout ça, c'est une aberration. Donc, et voilà comment on a cette inégalité. Et ça joue aussi sur les gens qui, effectivement, sont privés de services que la collectivité n'est pas... c'est pas qu'elle veut pas fournir, mais n'est pas à la hauteur, enfin, voudrait fournir plus, mais n'a pas assez d'argent. C'est comme ça. Donc, que les communes dépensent trop. Mais bon, bref, la compensation... Je vais prendre un exemple. Les Belges qui travaillent au Luxembourg, la ville d'Arlon, par exemple, a énormément d'argent du Luxembourg qui vient pour la ville d'Arlon. Voilà. Donc c'est juste un exemple comme ça. La compensation fiscale, elle existe du Luxembourg vers la Belgique, mais elle n'existe pas du Luxembourg vers la France. Voilà. Et les Allemands aussi, d'ailleurs, réclament cette compensation fiscale. Donc voilà, je voulais dire ça donc sur la proposition de résolution que Charlotte et puis Thomas et donc toute l'équipe les élus de la France Insoumise entre 2022 et 2024 ont donc soutenu. Et juste donc pour parler du Front National, et je ne vais pas être longue, je vais juste vous lire quelque chose. Juste reprendre mon code. Voilà. J'ai un exemple de ce qui s'est passé dans une mairie. Alors comme c'est en affaire en ce moment, ça va faire une affaire judiciaire. Donc une mairie de ma circonscription, de propos tenus par le chef des agents ASVP. Donc ils ont eu une sanction
administratives, de mise à pied, etc. Mais ils vont revenir, enfin, ça pose un problème. Et ça, c'est encore en cours au tribunal administratif et tout ça. Donc, je ne dirai pas de quelle mairie il s'agit, mais je vais vous traduire les propos qui ont été tenus par le chef donc, des agents ASVP de la commune en question. Je partirai pas, si tu partiras, et plutôt que tu ne le crois, on t'a assez donné, tu partiras avec ta Fatma. Pour toi, fini le RSA, le bateau n'attend pas, crois-moi, tu partiras. Quand va passer Bardella, tu vas retourner chez toi, tu mettras ta djellaba, tu pourras prier toute la journée, tu commences à nous gonfler. Voilà. Et il chantait ça à tue-tête dans les couloirs donc, de la mairie en question. Donc, et en plus, dans ses propos aussi, qui chantait à tue-tête, il y avait des propos sexistes à l'encontre de Mathilde Panot et de Manon Aubry. Donc là, je vais voir avec les deux intéressés pour voir si il n'y aurait pas moyen qu'elle porte plainte. Enfin voilà, on va voir. Je vais avoir plus d'informations là-dessus. Donc voilà, je voulais vous dire ça parce que on parlait de parole libre et tout ça. Alors là, c'était la libération totale, complète, juste avant les élections, sur quelqu'un qui est en plus qui représente l'agent municipal, quoi. C'est un agent municipal. Donc ça fait froid dans le dos. Et voilà ce que je voulais vous dire, parce que sinon tout le reste, je rejoins tout ce qui a été dit et notamment les constatations du vote qui ont fait que, effectivement, le candidat RN a gagné dans ma circonscription. Contrairement à Bardella, personne ne le connaissait, ni même sa tête, parce que les gens ont voté pour Bardella et Marine Le Pen. Hein. Ils n'ont pas voté pour Frédéric Weber, c'est son nom. Ils n'ont pas voté pour Frédéric Weber, ils ont voté pour Marine Le Pen et Jordan Bardella. Il n'avait pas du tout sa tête sur les affiches, absolument pas. Donc, voilà. Tu sais pas qui c'est, non? Donc là, bon, par contre, c'était pas un parachuté dans la région. Il habite à Briey. Hein. Il est important de dire qui est Frédéric Weber. Alors Frédéric Weber, c'est un ancien syndicaliste FO et qui travaillait à ArcelorMittal, pardon. Voilà. Infirmier, oui, effectivement, infirmier. Donc voilà. à gauche encore récemment qui a participé. Oui, alors c'est un opportuniste, hein, d'après ce que je sais sur son histoire. Il est allé voir le maire de Briey parce qu'il habite à Briey. Il voulait être le premier adjoint. Le maire de Briey lui a dit pas question. Alors il a dit un personnage pas intéressant, totalement négligeable, mais malheureusement il est devenu député. Voilà, je voulais pas être plus longue et je vais laisser la parole je sais pas le protocole, à Thomas ou Alex. Bonsoir à tous. Je m'appelle Alexandre et je vais vous présenter Thomas Porte. Donc, c'est un élu député de la France Insoumise de la 3e circonscription de la Seine-Saint-Denis depuis 2022. Puis il a été réélu en 2024 au second tour face à un candidat RN sous les couleurs du GNFP. En 2018, alors que le groupuscule d'extrême droite Génération Identitaire mène une opération de propagande au col de l'Échelle dans les Alpes pour dénoncer ce qu'ils appellent l'invasion migratoire, Thomas Porte dénonce l'opération sur Twitter. Après quelques mois, il est assigné en justice pour injure publique par Génération Identitaire. Un comité de soutien présidé par Marie-Pierre Vieux, ancienne députée européenne PCF, est créé et le procès se tient en septembre 2021. Le 21 octobre 2021, il est relaxé par le tribunal de Paris, gagnant ainsi le procès. À la suite du procès, il sort un livre intitulé « Au cœur de la haine » qui décrit l'extrême droite en France. Il a aussi participé au comité de l'Institut de la Boétie qui a coordonné les travaux du livre « Extrême droite, l'irrésistible ascension » qui est en vente juste derrière vous. En novembre 2022, il dépose une résolution co-signée par plus de 60 députés de la NUPES pour demander la constitution d'une commission d'enquête parlementaire sur les groupuscules d'extrême droite. Et son engagement contre l'extrême droite lui a valu de recevoir de nombreuses menaces. Donc, voilà. Et c'est avec un grand plaisir qu'on l'accueille parmi nous ce soir et remercie d'avoir répondu positivement à notre invitation.
Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, merci aux militantes et aux militants qui ont participé à l'organisation de cette réunion. Merci aux camarades qui nous accueillent ici dans ce lieu dont j'ai compris la symbolique et l'ancrage territorial dans les luttes et dans la résistance face à l'extrême droite. Pour moi, c'est particulièrement important de participer à des réunions publiques, des initiatives, on les appelle comme on veut, contre l'extrême droite dans des lieux où l'extrême droite est implantée. Moi, je suis élu en Seine-Saint-Denis, je vais en dire un mot, j'ai pas la même réalité face à moi que celle que vous avez tous les jours. Moi, j'ai tenu déjà des réunions à Béziers, donc ville tenue par Robert Ménard, et il y a quelques mois à Perpignan, qui est entre les mains de l'ancien patron du Rassemblement national. Je dis pas les mêmes réalités, mais malgré tout, c'est aussi des territoires, la Seine-Saint-Denis, qui sont traversés par les dynamiques nationales. Et moi, j'ai été au second tour pour la première fois de l'histoire de la circonscription face à un candidat d'extrême droite qui fait quand même 11 000 voix dans une circonscription toujours quasiment à gauche. Je l'ai reprise à un macroniste en 2022, mais c'était un accident de l'histoire. Il a bénéficié ni de droite ni de gauche et du fameux en même temps à l'époque. Le candidat face à moi fait 30%, donc effectivement je fais 70%, mais on a quand même un candidat en Seine-Saint-Denis sur une circonscription qui fait 11 000 voix. Il y a 4 villes dans ma circonscription, il y a une des 4 villes où il arrive en tête au second tour. C'est évident, c'est la plus petite commune de ma circonscription, il y a 6 000 habitants, donc ça ne fait pas basculer le scrutin, mais il est quand même en tête dans une ville de Seine-Saint-Denis. On a 2 villes aujourd'hui en Seine-Saint-Denis où le candidat d'extrême droite était en tête au second tour. Donc c'est pour vous dire que les dynamiques, elles sont pas de la même ampleur que celles que vous vivez ici, dans votre département, mais malgré tout, elles imprègnent aussi des territoires comme la Seine-Saint-Denis, où normalement l'extrême droite n'était pas la bienvenue, n'existait pas. Les scores aux élections étaient ridicules. Le même candidat, face à moi en 2022, fait 2 ou 3 000 voix. 2 ans après, il fait 8 000 voix de plus. Et je rejoins ce que dit Martine, sans faire campagne. Moi, j'avais un candidat face à moi qui n'habitait dans aucune des 4 villes de la circonscription, qui a fait 2 marchés, rien sur l'entre-deux tours. Je me suis trouvé à faire campagne face à quelqu'un qui n'existait pas, qui n'a rien fait, et simplement parce que son affiche, il y avait Marine Le Pen et Jordan Bardella, ça a suffi pour engranger 11 000 voix. Ce qui doit nous inquiéter aujourd'hui sur le potentiel, la dangerosité de l'extrême droite et la bataille frontale à mener, parce qu'au final, ce que nous disons depuis des années, c'est qu'il restera l'extrême droite ou nous. Et c'est un combat aujourd'hui à mort face à ces gens-là. Ça se traduit dans l'hémicycle. Aujourd'hui, on voit les macronistes sont au milieu de l'hémicycle et ils restent peau de chagrin. Ils ont été sauvés par le Front républicain, ce qui leur a permis de rentrer des députés, sinon ils étaient que 25, quasiment, pour cette élection-là. Mais finalement, on voit bien que le combat de société, le projet dans lequel on veut vivre, c'est entre nous ou eux. Donc c'est important de mener cette bataille-là. On est aussi, et je le dis, dans une situation où la France ne vit pas en dehors du monde et la dynamique européenne et internationale de l'extrême droite, elle est extrêmement forte. Il y a eu l'exemple américain, les élections américaines vont se tenir dans quelques semaines, on ne connaît pas aujourd'hui l'issue du scrutin et c'est particulièrement incertain et on peut se retrouver de même avec la première puissance mondiale qui rebascule entre les mains d'un Donald Trump qui, contrairement à la dernière élection, affiche ouvertement ses positions dont on sait clairement quel va être son programme, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. Les gens qui suivaient la politique savaient qui était Donald Trump. Mais il y avait quelque part le mirage de l'ascension de cet homme qui venait de la télé-réalité. Aujourd'hui, on sait quel va être son programme, il le dit très clairement, et il est en capacité de gagner. Le Brésil a rebasculé à gauche, et malgré tout, on a l'Argentine qui a basculé sous la coupe de Javier Milei, qui est un dirigeant d'extrême droite qui est arrivé, qui a détruit les services publics, qui a attaqué toutes les solidarités, et malgré les mobilisations monstres en Argentine, qui continue à dérouler son programme ultralibéral, antisocial, et au service des discriminations. On a l'Inde, c'est une autre dynamique, je ne vais pas faire le tour du monde, mais l'Inde, c'est aussi un pays qui est aujourd'hui dirigé par une extrême droite. Modi, le dirigeant indien, fait la chasse aux musulmans dans son pays et les menace de mort. Et il est reçu par Emmanuel Macron comme un héros en France. Et l'Europe est aujourd'hui au cœur de ces dynamiques. La France est clairement le dernier pays, quasiment d'Union européenne, où il n'y a pas, dans l'exécutif gouvernemental, des élus d'extrême droite. Où il n'y a pas, dans les exécutifs régionaux, départementaux, des alliances officielles. Évidemment qu'il y a des passerelles, et vous allez me dire que Bruno Retailleau est le représentant de l'extrême droite, mais il n'est pas aujourd'hui affiché officiellement comme membre du Rassemblement national. Donc, les passerelles, elles sont prégnantes, elles existent, mais c'est le dernier pays où officiellement ce n'est pas affiché. Dans tous les autres pays européens, ça a aujourd'hui basculé de manière très claire. Si vous prenez l'Espagne, il y a plusieurs régions, notamment une très grosse région en Andalousie, qui l'exécutif gère 5 millions d'habitants.
c'est un accord entre le Parti populaire et l'extrême droite. On vient d'avoir les résultats des élections législatives en Autriche. L'extrême droite, le parti fondé là aussi par des nazis comme en France, est arrivé en tête. Les Pays-Bas, l'extrême droite vient d'arriver en tête. Dans l'ensemble des pays scandinaves, l'extrême droite est soit au gouvernement, soit est majoritaire à l'Assemblée et soutient ou censure le gouvernement. En Italie, évidemment, elle gouverne. En Hongrie, elle gouverne. Donc il y a aujourd'hui une dynamique qui s'inscrit partout. Au Portugal, on n'avait jamais vu d'élus d'extrême droite depuis la dernière révolution des œillets. Pour la première fois, ils viennent de rentrer 12 députés au Parlement portugais. Donc dans tous les pays, même dans ceux où s'est construit l'extrême droite, y compris l'Allemagne, et je termine là-dessus pour la question européenne, l'Allemagne, évidemment, son histoire particulière, voit aujourd'hui un parti, l'AfD, qui se revendique ouvertement de l'héritage du nazisme, avec des dirigeants qui portent le projet de rémigration, d'expulser y compris des Allemands, parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau, gagner des exécutifs régionaux, gagner des exécutifs municipaux, et les derniers sondages disent qu'ils peuvent gagner les élections législatives et avoir une majorité. Donc la menace, elle est réelle. Le tableau, évidemment, vous allez me dire, il est noir, très clairement. Mais on a aussi une responsabilité, on a aussi une capacité de résistance. On a vu quand même, lors des dernières élections législatives, que le peuple français s'est majoritairement levé pour faire en sorte que l'extrême droite ne gouverne pas ce pays, pour faire que ces gens n'arrivent pas en responsabilité. Maintenant, c'est comment on fait en sorte qu'aux prochaines élections législatives, parce qu'il ne faut pas être naïf, il va en avoir certainement dans moins de 9 mois une prochaine dissolution, ou si c'est pas dans un an, ça sera aux prochaines élections présidentielles. En tout cas, il y aura une échéance électorale très rapidement qui va fixer un cadre très clair pour fixer qui va gouverner ce pays. Et là, il n'y aura plus 3 blocs, il n'y en aura plus que 2. Et il faudra mener une bataille pour stopper ces gens-là. Et la dynamique, elle est très clairement aujourd'hui aussi de leur côté. J'ai regardé un peu les chiffres de la région Grand Est entre 2022 et 2024. En 2022, il y avait 9 députés RN sur la région Grand Est. Il y en a 18 aujourd'hui. En 2022, aux législatives, le RN sur la région Grand Est faisait 410 000 voix. Il fait 1 million de voix en 2024. Évidemment, la participation n'est pas la même, mais ils prennent 600 000 voix supplémentaires en 2 ans d'élection, sans rien faire ou très peu. Et je dirais un mot après du système médiatique et de comment ils bénéficient aujourd'hui d'une portée médiatique qu'on a du mal à enrayer parce qu'ils ont plateau ouvert sur toutes les chaînes, parce que du matin au soir, des médias véhiculent leurs idées, installent dans la population qu'il y aurait une immigration massive, qu'il y aurait une insécurité galopante et qu'en vérité on ne pourrait plus se balader dans les rues du pays parce qu'on pourrait se faire poignarder au coin de chaque rue. Et évidemment, le département duquel je viens, la Seine-Saint-Denis, est régulièrement pointé du doigt comme un département où on pourrait presque plus marcher le soir dans la rue parce qu'on pourrait être menacé de mort et attaqué par n'importe qui. Ces gens n'ont jamais mis un pied en Seine-Saint-Denis. Je les invite à venir dans le département où je suis élu parce que j'ai souvent été plus emmerdé dans les rues le soir à Paris qu'en me baladant dans ma circonscription où la solidarité, elle fait partie intrinsèque des habitants qui habitent là-bas, qui sont des gens extraordinaires, qui sont sur un tissu associatif, une dynamique jeune qui résiste et veut s'en sortir. Donc, il y a des capacités de mobilisation et des capacités de victoire. Comment on fait pour combattre l'extrême droite? Je ne vais pas vous dire que je vais vous livrer la recette magique et que vous allez remporter les prochaines élections partout, c'est pas vrai. Mais je crois qu'il y a une bataille très importante de terrain à mener, parce que c'est notre arme contre l'extrême droite. Parce que demain, on ne sera pas invité sur les chaînes de télé pour défendre nos propositions. On ne sera pas invité à la radio et dans chaque matinale pour défendre nos idées. La reconquête de l'électorat, et notamment le côté abstentionniste, il se fait par une présence quotidienne sur le terrain. C'est parfois difficile. J'ai entendu tout à l'heure que faire du porte-à-porte, c'était pas forcément naturel, que parfois on se retrouve à taper à des portes, où on arrive avec notre tract et les gens disent « Ah, mais il y a trop d'Arabes » ou « Il y a trop d'étrangers », parce que c'est ça qu'on entend, il faut pas se mentir. Et il faut arriver à comment on arrive à accrocher cette personne, parce que véritablement, on a des gens qui sont avec des argumentaires construits sur ce qu'ils ont regardé le matin à la télé, et qui sont fermés et perméables à la discussion. Donc l'idée, c'est comment on arrive à casser ce premier filtre, parce qu'en vérité, moi je considère que la majorité des gens de ce pays ne sont pas des gens qui sont racistes et qui sont sur une question de dégager tout le monde. C'est quand vous arrivez à casser le premier filtre de discussion et que vous arrivez à expliquer, à discuter, à échanger avec ces gens, vous arrivez à retrouver des chemins et de l'espoir. Évidemment, vous allez toujours trouver une majorité de gens qui vous diront qu'il faut dégager tous les Noirs et les Arabes de ce pays, que c'est des feignants et qui profitent des allocations. Toujours une minorité. Mais je crois que c'est pas la très grande majorité, c'est là où il y a notre espoir. C'est pour ça qu'il faut mener un double combat contre l'extrême droite. Parce qu'on a trop souvent
et moi je le dis et je l'assume, penser que le vote d'extrême droite était un vote de colère, social parfois, de perdition. Moi je crois qu'il y a aussi quand même un vote profondément raciste qui s'exprime dans les urnes depuis quelque temps, parce qu'on connaît le programme du Rassemblement national, la préférence nationale, la question de refuser les emplois binationaux, tout ça n'est pas caché sous le tapis. Tout ça est assumé. Tout ça est revendiqué. Et des gens votent pour ces programmes. Mais dire ça, ce n'est pas dire qu'il ne faut plus parler aux électrices et aux électeurs du Rassemblement national, parce que tout le temps on nous dit, mais vous les considérez comme racistes parce qu'ils votent pour un programme qui est raciste. On ne dit pas qu'il faut plus s'adresser à ces gens-là. Simplement, on dit que si on veut gagner la bataille contre l'extrême droite demain, c'est pas simplement en déconstruisant l'extrême droite sur le fait de dire qu'elle n'est pas au service des classes populaires et des préoccupations des Françaises et des Français, et de mettre sous silence un sujet qui parfois peut déranger parce qu'il est clivant, qui est la question du racisme, qui est la question des discriminations. Si on ne mène pas ces deux batailles de front, on n'arrivera jamais à gagner. On n'arrivera jamais à faire tomber l'extrême droite, parce qu'il faudra démasquer des deux côtés, à la fois sur son côté antisocial et sur son côté raciste. Parce que l'extrême droite française, elle a une histoire particulière. Elle s'est fondée au lendemain de la guerre. C'était Ordre Nouveau, le parti qui a précédé la création du Front National, qui à l'époque était déjà jugé infréquentable, trop violent, trop nazi, très clairement à l'époque, où ils ont créé une vitrine qu'ils pensaient déjà plus propre, qui était le Front National. On a vu une première transformation dans les années 60, où ça s'est construit sur l'anti-État, l'anti-impôt, qui était le boujadisme de l'époque. Dans les années 80, ce discours a basculé sur l'anti-immigration et l'anti-étranger. Aujourd'hui, une espèce d'hybridation sur à la fois un discours, il y a trop d'étrangers, mais aussi il y a trop d'impôts, on est trop taxé. Par contre, il y a un fil conducteur qui a toujours suivi l'extrême droite française quand elle s'est construite, c'est la question d'un parti qui est au service des intérêts de l'argent et des plus riches. Toujours. Et on vient d'en avoir un exemple criant à l'Assemblée nationale. Vous savez qu'on est en train de voter, en tout cas d'essayer de voter le budget, puisqu'on ne sait pas à l'heure où je vous parle si le 49.3 va arriver demain, après-demain, jeudi ou vendredi, mais on est dans un budget où on peut gagner des choses. Parce que les macronistes sont, un, beaucoup moins nombreux, deux, totalement démobilisés, trois, totalement éclatés, ils sont très peu, et il y a quasiment trois tendances aujourd'hui à l'intérieur du macronisme, avec évidemment les soutiens inconditionnels comme Mathieu Lefebvre qui continue, hier qui nous a fait un discours en disant vous allez faire fuir tous les cerveaux du pays parce que vous les taxez trop, tout ce qu'on connaît par cœur. Et nous avons déposé plusieurs amendements, notamment sur la question des plusieurs tranches d'imposition pour que l'impôt sur le revenu soit plus progressif et plus juste, sur la question d'assurer une taxation des super profits et des plus hauts revenus, pas simplement une taxe supplémentaire, mais un mécanisme qui permet de garantir que ces gens-là paient leur impôt et ne fraudent pas. Nous avons été battus dans l'hémicycle, non pas parce que les macronistes étaient plus nombreux que nous, parce que les députés du Rassemblement national sont venus voter en soutien des députés d'Emmanuel Macron pour faire en sorte que des mesures de justice fiscale n'arrivent pas dans un budget. Parce que ces gens-là, et là c'est une responsabilité qu'on a, parce que entre les éléments de langage que Laurent Jacobelli distille sur les marchés ou donne à ses administrés, y compris à ses militantes et ses militants, et la réalité des votes dans l'Assemblée nationale, il y a un gouffre. Ça, c'est un travail à la fois très long, très difficile d'explication et de déconstruction. Parce que l'ensemble des habitantes et des habitants, ils n'ont pas les yeux rivés tous les jours sur le compte-rendu de l'Assemblée nationale, et heureusement, parce qu'ils seraient fous, je pense, ils ne regardent pas dans le détail les votes. Je crois qu'un des objectifs du travail de terrain, c'est d'aller expliquer avec des éléments de langage très simples que quand ces gens vous disent qu'ils vont augmenter votre pouvoir d'achat, qu'ils vont augmenter les salaires, qu'ils vont toucher à la réforme des retraites, et je vais en dire un mot parce que c'est important de poser ce sujet parce qu'il va être central dans les prochains jours, il faut expliquer qu'ils font le contraire de ce qu'ils disent. Quand nous avons demandé l'augmentation du SMIC à 1 600 €, ces gens ont voté contre. Quand nous demandons les super profits, l'ISF climatique, tout ce qui touche à la répartition de l'argent, ça ne marche pas. Et la question de la réforme des retraites est l'argument qui pour moi est central dans le fait de dire que c'est une arnaque sociale. Cette semaine, il y a eu 2 séances qui sont tenues, la commission des affaires sociales et la commission des finances. À 2 reprises, le nouveau Front populaire a déposé des amendements pour abroger la réforme des retraites à 64 ans. À 2 reprises, les députés du Rassemblement national ont voté contre les amendements qui abrogeaient la réforme des retraites. Et aujourd'hui, ils tentent un coup de communication avec leur niche parlementaire et un soi-disant projet d'abrogation de réforme des retraites. D'abord, et ça je crois qu'il faut le dire autour de vous, faire croire que ces gens vont abroger la réforme des retraites, c'est jouer avec la vie des gens. Ils vont aménager la retraite. Non, mais ils pourront jamais l'abroger. C'est ce qu'ils disent.
Non, ils pourront jamais l'abroger pour une raison simple. C'est que le Rassemblement national n'a pas de groupe au Sénat. La proposition du Rassemblement national va mourir si elle était votée. Après la lecture à l'Assemblée nationale, elle n'ira plus jamais nulle part. Aucun groupe ne pourra l'inscrire à l'agenda du Sénat. Ça, c'est la première imposture. La deuxième, allez regarder l'exposé des motifs et les dispositifs qui permettraient de financer cette réforme-là. Un, c'est la question de la nativité, puisqu'ils sont omnubilés là-dessus, et de faire des enfants et d'utiliser le corps des femmes pour financer cette réforme. Deux, il y a la question de remettre en cause les cotisations sociales, ce qui va mettre en difficulté la sécurité sociale. Et ils demandent à des gens qui vont travailler après 62 ans de financer le départ à la retraite des autres. Donc cette proposition, elle est financée en plus avec les pieds et elle va mettre en danger le système. Elle ne répond pas à la préoccupation qui est l'abrogation de la réforme à 64 ans. Donc ça, il faut le dire, parce qu'ils sont en train d'essayer de se payer une nouvelle jeunesse, alors que Bardella avait dit qu'il fallait travailler jusqu'à 66 ans. Ces gens-là n'ont pas mis un pied dans les mobilisations sociales, n'ont jamais été dans la rue, n'ont jamais bataillé pour l'abrogation de la réforme, et simplement accompagné Emmanuel Macron pour dire on n'est pas vraiment d'accord avec toi, on veut quelque peu l'améliorer, mais on n'est pas opposé à ce dispositif. Donc il y a une volonté de faire croire qu'ils veulent abroger cette réforme, ce qui ne sera jamais le cas. C'est pour ça qu'il faut maintenir le message de dire s'il y a une possibilité de l'abroger, ça sera sur la niche parlementaire du groupe de la France Insoumise, qui va se tenir le 28 novembre, je crois de mémoire, puisqu'après elle sera reprise à la rentrée au Sénat par le groupe communiste qui a sa niche et qui la reprendra pour l'inscrire à l'agenda. Et puis, un des éléments qui, pour moi, est important dans la bataille contre l'extrême droite, c'est de ne pas céder à l'ère du temps médiatique. Et de ne pas avoir la tentation de donner des éléments de langage ou de répondre des choses que les médias ont envie qu'on réponde. Et ne jamais céder sur les polémiques qui sont montées ou sur les attaques qui sont faites à notre égard. Parce que c'est aussi une caractéristique d'avoir une cohérence politique et de tenir un cap, y compris dans la tempête. Que ce soit quand nous avons été accusés d'être déjà antisémites à l'époque, parce que nous avions invité Médine à nos universités d'été, quand on a tenu bon, quand il y a eu la fameuse polémique raciste de Gabriel Attal sur la baya à l'école, qui au final a concerné le jour de la rentrée scolaire un peu moins de 130 élèves sur 12 millions dans le pays. Quand nous avons tenu bon sur la question des révoltes urbaines, après qu'un policier ait mis à mort à bout portant Naël, on nous demandait d'aller sur les plateaux, condamner ces gamins-là, qui étaient dans des quartiers sans service public, abandonnés, stigmatisés du matin au soir, il fallait tenir bon. Et c'est aussi dans ces endroits-là où on a mené une bataille très forte de résistance qu'en 2022 et en 2024, nous avons vu des dizaines et des centaines de gens venir voter, alors que ces gens ne votaient plus, considéraient que la politique n'était plus pour eux, mais qui avaient trouvé dans une force politique des gens qui les défendaient, y compris dans des moments où il fallait prendre des coups, où il fallait assumer de les prendre publiquement, parce qu'on considérait que nous étions du bon côté de l'histoire. Et j'en profite pour dire que c'est la même chose aujourd'hui avec la question palestinienne. J'en profite pour dire que c'est la même chose avec la question palestinienne, une question qui me tient particulièrement à cœur et sur laquelle je suis assez engagé. C'était difficile pour moi de ne pas en parler ce soir, au moment où nous en sommes dans ce qui se passe dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et malheureusement au Liban aujourd'hui. Hier, j'ai posé une question au gouvernement, on en a reparlé ce matin en commission des lois, et les gens nous disaient, mais les députés du Rassemblement national nous ont fait une leçon ce matin, pour tout vous dire en commission, il y avait une proposition de loi dans le cadre de la niche parlementaire, le RN dépose une proposition pour... il présente ça pour assouplir les conditions d'exclusion du territoire national des gens qui sont condamnés par la justice. En fait, ils assouplissent pas, ils considèrent que tout étranger qui commet est condamné pour un crime ou un délit pour être expulsable. C'est pas un assouplissement, c'est-à-dire une généralisation des expulsions. Ils nous ont fait tout un discours sur la question des quartiers populaires, en disant les premiers en danger de l'insécurité sont les habitants des quartiers populaires. Ce qui est vrai, mais la proposition ne répond pas, et nous on a répondu, écoutez, les habitants des quartiers populaires, jusqu'à preuve du contraire, ils votent massivement pour nous, et pas beaucoup pour vous. Et la réponse, je fais le lien avec Gaza, parce qu'ils nous ont dit, vous faites campagne sur Gaza, c'est comme ça que vous avez gagné des élections. J'ai quand même tenu à rappeler que c'est pas nous qui avons choisi de massacrer 42 000 Palestiniennes, c'est pas nous qui avons choisi de commettre un génocide. Et là aussi, je crois qu'on a raison de tenir bon, parce que je le vois au fil des semaines et des mois. Évidemment, le premier jour,
Celles et ceux qui étaient déjà investis sur la question palestinienne, qui suivaient ce sujet-là, savaient ce qui allait se passer et étaient déjà mobilisés. Et on a des gens qui, au fil des semaines, devant l'horreur, devant l'inaction du gouvernement, devant les derniers masques qui sont tombés, comme si l'assassinat des chefs des différentes organisations avait réglé le problème et avait arrêté la guerre. Tout le monde a bien compris aujourd'hui que rien n'arrêtera la guerre si des sanctions politiques ne sont pas prises. Et on a des dizaines, des centaines de gens qui viennent aujourd'hui témoigner une solidarité en disant « Vous avez eu raison, vous êtes du bon côté de l'histoire et nous pourrons compter sur vous. Et vous pourrez compter sur nous dans les prochains mois et les prochaines années. » Donc c'est pour ça que c'est important, sur des batailles qui parfois sont clivantes. Moi j'assume sans souci de cliver, parce que ça permet d'imposer dans le débat des questions politiques. La question des violences policières. Aujourd'hui, très sincèrement, je ne dirais pas qu'on a gagné sur l'ensemble de l'opinion publique, mais la question des violences policières, la question du problème des violences policières, la question du racisme systémique dans la police, nous avons réussi à l'installer dans le débat. Nous avons réussi à la poser et à en faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'interrogent, qui se posent des questions, qui disent que finalement, oui, quand vous avez des policiers qui passent à tabac des gens, c'est qu'il y a un sujet. Quand vous arrivez même à avoir un joueur de foot comme Kylian Mbappé, les sportifs prennent position rarement sur des sujets. Souvent d'ailleurs, on est assez déçus par leur manque de courage, alors que leur voix porte. Même ces gens-là sont venus à s'exprimer sur ces sujets-là, parce que tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait un souci avec ça. J'en profite je reviens un peu en arrière, et je veux pas être trop long, parce que l'idée c'est qu'on ait un échange, mais pour donner un exemple du non-vernis social de l'extrême droite, il suffit de regarder, quand les amis de Le Pen sont au pouvoir, quelles décisions politiques ils prennent. Orban, quand il est arrivé au pouvoir en Hongrie, une des premières décisions politiques, c'est d'imposer aux salariés 400 heures supplémentaires payables 3 ans après. 400 heures supplémentaires payables 3 ans après. Quand Salvini est arrivé au pouvoir en Italie, déjà avant Meloni, c'était l'interdiction des piquets de grève et des peines de prison pour les syndicalistes qui se manifestaient devant les usines et la réforme de la retraite à 67 ans en Italie. À l'époque, quand l'Autriche, Sebastian Kurz, qui était le chancelier, qui depuis est tombé pour des affaires, mais l'extrême droite vient de revenir au pouvoir, a pris une disposition qui a passé la journée de travail de 10 heures à 12 heures. Ça, c'était la première décision du chancelier autrichien. Donc c'est pour vous donner un exemple de ce que fait l'extrême droite. Elle ne prend aucune décision en faveur des salariés, aucune décision en faveur des retraités, aucune décision en faveur des plus précaires. Toujours dans le camp des plus puissants et dans le camp de l'argent. Et je vais terminer sur une chose, parce que si on veut battre l'extrême droite, c'est la bataille sur les valeurs antiracistes et antisociales pour ces gens-là. C'est comment on mène une bataille de terrain quotidienne, comment on ne cède pas sur les attaques qui sont contre nous et qu'on tient la ligne, parce que les gens se reconnaissent dans un mouvement politique qui a une cohérence, qui tient le cap et qui ne change pas d'avis comme de chemise, comme certains le font trop souvent dans l'hémicycle. C'est comment aussi on redonne de l'espoir et des perspectives. Dans le cadre du livre que j'ai écrit, je me suis amusé à regarder les scores des bureaux de vote, notamment autour des usines qui ferment, autour des bureaux de poste qui ferment, autour des services publics qui abandonnent les territoires. Partout où les services publics reculent, partout où vous avez des fermetures d'usines et de boîtes, partout où vous avez une désespérance et une souffrance, l'extrême droite prospère. Parce qu'elle prospère justement sur le désespoir des gens, parce qu'elle arrive à diviser les gens, à faire croire que celui qui gagne 1800 €, il est privilégié par rapport à celui qui gagne 1700 €. À monter les gens les uns contre les autres, effectivement, on sera toujours le privilégié de quelqu'un d'autre. Mais est-ce que notre ennemi, c'est celui qui gagne 200 € de plus? Celui qui a eu la chance d'avoir un appartement dans un moment où le logement social est sinistré dans notre pays? Ou est-ce que le privilégié, c'est celui qui aujourd'hui spécule en bourse, décide depuis son bureau à la Défense de fermer des usines, de briser des vies et de jeter des millions de gens dans la précarité? Donc on a aussi une responsabilité, et toutes les batailles, quand vous menez la bataille pour maintenir ouvert un bureau de poste, quand vous menez une bataille pour qu'une usine ne ferme pas, quand vous menez une bataille pour faire en sorte que l'hôpital ou la maternité continue à accueillir des patients, vous faites reculer l'extrême droite. Et quand vous étudiez où sont les députés d'extrême droite, ils ne sont dans aucune bataille sur ces lieux-là. Et enfin, dernier élément, la question de la communication, elle est centrale. Et nous, elle passe par nos réseaux, elle passe par nos militantes et par nos militants, par nos moyens de communication à nous. Et je le dis, il y a une très lourde responsabilité dans ce pays de gens qui, du matin au soir, diffusent des idées racistes à la télé,
qui du matin au soir utilisent des drames humains, des faits divers, qui ne sont pas des faits systémiques de la société, qui ont des causes profondes, qui s'inscrivent dans le capitalisme, dans la misère, dans la destruction, dans le fait qu'il y ait un réchauffement climatique où on a des gens qui tous les jours crèvent en Méditerranée et dans la Manche, et qui arrivent ici, et qui sont montrés du doigt et stigmatisés pour des calculs électoraux politiques. Ces gens sont des semeurs de haine et portent une très lourde responsabilité. Et je finis par dire une chose sur le camp macroniste, qui lui aussi a une très grande responsabilité dans ce qui se passe dans le pays et dans la montée de l'extrême droite. J'ai eu, je ne sais pas si c'est le plaisir, mais en tout cas on a pu les côtoyer de près, en tout cas pour ma part depuis 2022, puisque c'est mon premier mandat. Ces gens ont banalisé l'extrême droite. Moi j'ai le souvenir, ça a très peu marqué médiatiquement, mais lors des discussions sur la loi immigration, si on peut appeler ça loi immigration d'ailleurs, à l'Assemblée, quand une loi arrive, juste avant, vous avez une demi-journée ou une journée qui est consacrée à la loi, non pas sur le vote de la loi, mais en gros, le ministre vient présenter son texte. Chaque groupe politique a 10 ou 15 minutes selon le niveau de député pour donner sa position et expliquer en quoi il est désaccord sur le texte. Gérald Darmanin a ouvert les débats à l'époque sur la loi immigration en citant Jacques Bainville, qui est l'historien de l'Action française. Le ministre de l'Intérieur est venu dans l'hémicycle citer un historien de l'Action française. On a quand même vu Emmanuel Macron tenter de réhabiliter le maréchal Pétain, citer Charles Maurras, demander à des députés. Et il avait même prévu, Emmanuel Macron, lors d'un déplacement en Suède, que Laurent Jacobelli l'accompagne avec lui. Laurent Jacobelli n'a pas été sur le déplacement officiel, puisque entre-temps, il avait insulté un député macroniste à Notre-Dame de Racaille, donc il avait été annulé de la visite officielle. Mais comme il était président du groupe d'amitié France-Suède, et comme les macronistes considèrent que ces gens sont des gens normaux qui font partie de l'arc républicain, il avait prévu qu'il l'accompagne dans un déplacement officiel. Quand vous faites ça, vous banalisez une idéologie de haine. Vous installez au cœur de l'hémicycle, aujourd'hui ils sont 160 je crois, députés, et pour les avoir en face, c'est très impressionnant. Et je vous invite à regarder les profils, parce qu'effectivement, vous avez tous suivi les débats sur des gens qui sont bien habillés, d'autres qui sont pas très bien habillés, ceux qui crient, ceux qui crient pas, et la question de la respectabilité politique, quelque part, savoir si elle a un impact ou pas sur le vote. Moi, je considère que j'ai été élu, par exemple, pour porter la colère populaire des habitants de Seine-Saint-Denis. Ils m'ont pas élu pour avoir une cravate, ou pour être bien habillé, pour être tout à fait clair. Ils m'ont élu pour les représenter dans l'Assemblée, m'opposer à l'extrême droite et m'opposer à Emmanuel Macron. Mais en face de moi, par exemple, j'ai un député du Rassemblement national qui s'appelle Frédéric Bocaletti, qui siège, qui est bien habillé, qui a un costard, qui a une cravate, mais qui, à l'époque, avant d'être député, tenait une librairie négationniste, qui vendait des ouvrages antisémites. On a aujourd'hui des députés d'extrême droite dont les collaborateurs sont des anciens dirigeants du GUD, des anciens dirigeants de Génération Identitaire, des dirigeants de la Cocarde, un syndicat d'extrême droite aujourd'hui qui envahit les facultés et propage la haine. Ces gens n'ont pas changé. Ces gens sont les mêmes que ceux qui ont fondé le Front National à l'époque. Leur idéologie, elle est construite sur la haine de l'autre, sur le racisme. Et si aujourd'hui, ce sont les premiers défenseurs de l'État israélien, c'est parce qu'il s'agit de s'attaquer d'abord à des Arabes et des musulmans. Quand ils auront réglé ce problème, ils s'attaqueront aux Juifs, parce que ces gens n'ont pas changé. C'est la même idéologie. Donc il faut mener la bataille, il faut tenir bon. Moi, je suis très heureux d'être là et je suis vraiment surpris de la participation et du monde qui est là ce soir, un soir de vacances en semaine. Le message des sports, c'est que on est en capacité de renverser les choses. Quand la gauche, elle est unie et rassemblée, elle peut gagner. Mais quand elle est unie et rassemblée sur un programme de rupture concret et clair, pas avec des gens qui, une fois que l'élection est terminée, disent que finalement on est prêt à brader la moitié du programme avec lequel on a été élu parce qu'ils pourraient rentrer au gouvernement. Pas avec une gauche qui, à chaque fois qu'il y a un sujet un peu difficile, on se compte dans l'hémicycle pour savoir qui va défendre ce sujet, parce que nos partenaires, ils sont plus là, parce qu'il y a des coups à prendre, parce que c'est difficile, parce que vous n'allez pas être invité sur tel plateau si vous dites pas telle chose. Non, ça, c'est pas possible. Si on veut demain gagner, c'est en assumant le programme radical qui est le nôtre. Changer fondamentalement la vie des gens, remettre en cause les logiques capitalistes et ultralibérales, et être profondément antiraciste, contre toute forme de discrimination, parce qu'il faudra dégager ces gens-là dans quelques mois ou dans quelques années, mais en tout cas, il faudra les mettre hors d'état de nuire. Merci.